Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bonsoir, c'est excellent, l'émission qui crée le lien et donne la part belle à l'excellence française comme tous les dimanches sur Sud Radio à 19h. Elle s'engage en jouant et pas que, puisqu'elle écrit et qu'elle réalise aussi. Et oui, chers auditeurs, c'est bien la très prolifique comédienne, réalisatrice, scénariste et multiprimée Audrey Dana qui vient se raconter pour vous ce soir sur Sud Radio, mais aussi nous parler de la série Zorro dans laquelle elle incarne la femme du justicier masqué, Gabriela de la Vega, enfin un personnage féminin, j'ai envie de dire, d'ailleurs chez Zorro. C'est à voir sur Paramount+, Prime Video. Audrey Dana, on espère que vous allez notamment nous confier quelques-uns des secrets de fabrication. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de m'avoir invitée, je suis Avec très heureuse d'être là. C'est excellent, c'est la voix des créateurs français tous styles confondus. Il est à la tête de la Fédération nationale de l'enseignement privé, un acteur clé dans la promotion, la défense des établissements d'enseignement privé en France. Et oui, ce type d'enseignement incarne une mission éducative importante, tout autant que le public n'est pas considéré à la hauteur. D'ailleurs, il n'est pas considéré à la hauteur de sa mission. L'enseignement privé, Patrick Roux, vous êtes donc le président de la FNEP. Vous allez nous raconter tout cela et un peu plus de vous, on l'espère. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous, chers auditeurs, chères auditrices, c'est excellent, bienvenue chez vous. Alors, Audrey Dana, avant de vous écouter parler en vrai, on vous écoute en Gabriela de la Vega quand même. Tu sais que tu peux tout me dire. Zorro ? Qui d'autre? Mais mon mari peut arriver d'un instant à l'autre. Mais non, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous en savez ? Eh oui, non, bien sûr, qu'est-ce que j'en sais? Allez. C'est un extrait court, mais j'aimais bien, il est assez impactant. Donc Audrey Dana dans Zorro, c'est une série Paramount avec notamment Jean Dujardin. Vous êtes avec André Dussolier, Eric Elmos-Nino. Ça a été créé par Benjamin Charbier et Noé Debré. Et puis alors, ce que j'ai appris, c'est que ça vient c'est une envie de Jean Dujardin en fait au départ cette série. C'est lui qui vous a un peu tous rassemblés, c'est ça? Jean, il avait envie de jouer Zorro depuis tout petit. Il a reçu le costume de Zorro 8 Noël d'affilée. D'accord. C'était vraiment comme une obsession. D'accord. Et ce qui est touchant, c'est que c'est son frère qui a produit. Oui. Donc les parents offraient le costume pendant 8 ans et puis comme frangin l'envie offert l'a jamais lâché. Seulement, il pensait qu'il était trop vieux. D'accord. Depuis à peu près une dizaine d'années, il avait fait le deuil et s'est dit bon ben voilà, ça s'est pas présenté, ça n'a pas réussi à se faire, ce sera pas pour cette vie. Et puis, jusqu'à que les créateurs et Marc Dujardin aient l'idée assez super de faire un Zorro sur le tard. Ouais, c'est ça, Voilà. 20 ans après, il reprend la cape, c'est Voilà. ça. C'est pas facile au début. C'est ça. Il a même des petits problèmes avec son épée, tout, il est un peu rouillé, quoi. Le Z, il est pas génial au départ. Non, voilà, on n'est pas sur un Z habile comme Zorro savait si bien les faire, mais il reprend quand même très très vite la main. Et vous avez dû énormément vous amuser, hein. C'est ce qu'on se dit en regardant sur le tournage, vous avez dû vous éclater, Audrey Dana. Alors 5 mois de tournage, oui, il éclate. D'abord l'éclate parce que Jean Dujardin aussi. Oui, bien sûr. Parce que c'est un partenaire extraordinaire, qu'il a la connerie, il aime se marrer sur un plateau, mais en même temps il prend son métier super au sérieux, il est toujours à l'heure, il connaît toujours son texte, il a toujours un bon mot pour tous les membres de l'équipe, il se soucie de l'équipe tout entière, il n'est pas sur sa gueule en fait, il n'est pas sur son perso, il est vraiment là pour le projet. Donc déjà quand on bosse avec un acteur principal comme ça change, ça donne le là. Des réalisateurs extra, la nouvelle génération, Jean-Baptiste Sorel, Émilie Noblet, et puis Zorro. Voilà, on a quand même... Zorro qu'on a tous regardé enfant au Club Dorothée, a priori. J'ai passé 5 mois à me promener dans une série de mon enfance. C'est ça. Avec parfois un Zorro dans le champ de vision, et puis parfois 2, parfois 3, parce qu'il y avait les doublures, et je me disais... Dis donc, tournage en Espagne, et puis très sport, parce que 5 mois, parce que de l'épée, de l'équitation, et que ça restait quand même vraiment... Enfin, j'ai dû être en condition. Vous avez fait un maximum des cascades que vous avez pu faire d'ailleurs. Un maxi, heureusement on a une équipe extraordinaire derrière nous, notamment Manu Lanzi, qui est celui qui a créé les cascades, et qui a créé les combats, qui je trouve sont à la mesure parfaite pour ce qu'on avait envie de faire. Donc très très physique, l'endurance de 5 mois de tournage, mais la parce joie. que c'est une série aussi. Hein, voilà, c'est ça. Tout à fait le c'est même 80 jours de film, tournage, voilà. c'est un autre délire. Et puis il y a aussi le temps en fait. Hein, vous êtes plus pressé dans le temps, j'imagine, parce que vous en avez plus à faire, à tourner. Plus de minutes c'est pas utiles. le même rythme. Exactement. Voilà. Exactement. Moi j'aime bien ce rythme. Et alors votre rôle, Gabriela de la Vega, donc qui est femme de Diego de la Vega, comment ça s'est passé? Comment vous l'avez eu ce rôle? C'est vous qui l'avez voulu? On est venu vous chercher? Comment c'est passé? Alors on est venu me chercher pour passer des essais, puisque vraiment, je crois que toutes les nanas de mon âge en rêvaient. Non, on passait des essais en fait.
Déjà, il y avait l'envie de faire Zorro, l'envie de faire Zorro avec Jean dans ce rôle-là, parce qu'il y avait une espèce d'évidence quand même à ce que ce soit lui qui le joue. D'ailleurs, c'est à s'y méprendre en fait. Quand on le regarde derrière son masque, il y a vraiment une confusion, je trouve, avec le vrai Zorro. Avec le vrai. Et puis, surtout, il y a la grande découverte d'un personnage féminin qui est inexistant, a priori, dans Zorro. Ouais. Là, ils ont vraiment développé un personnage de femme étonnant, d'autant plus qu'on est dans les années 1800, donc la place de la femme, elle est encore plus cata que celle qu'on a aujourd'hui. C'est une femme incarnée qui se bat, qui s'assume, etc. En tout cas, c'est un manifeste, en fait. Elle s'assume pas, puisqu'elle est encore sous la coupelle de son mari. Mais elle, sa force, quoi. Elle est profondément justicière dans l'âme, et elle a un sens de la justice très profond qu'elle va exprimer petit à petit, et puis sortir de son carcan, justement. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles on imagine ça vous a donné envie, parce que vous parlez souvent de la féminité, des rapports hommes-femmes dans les films que vous réalisez, on va y revenir tout à l'heure, et dans votre vie en général. Donc j'imagine que le fait de prendre un rôle de femme comme ça dans une série où ça n'existait pas avant, c'est un manifeste vraiment pour vous. Oui, en fait, vraiment. C'était évident, quoi. Oui, cette série, elle est engagée déjà parce qu'il y a des sujets abordés qui sont très engageants, et puis parce qu'elle est féministe. Il n'y a pas de femme dans Zorro a priori. Là, ils ont fait un personnage féminin archi principal. Elle a une courbe sensationnelle. Vraiment, c'est étonnant le parcours. Je m'attendais à tout sauf à ça, en fait. Donc, une fois que j'ai lu, là, oui, c'est moi qui voulais le rôle. À tout prix, absolument. Vous l'avez eu, on s'en réjouit d'ailleurs. Alors, il y a une petite anecdote qui m'a bien amusée aussi, c'est celle de la tempête qui s'est invitée sur le tournage et qui vous a, André Dussolier a continué à jouer comme si de rien n'était, prouvant aussi les grandes qualités des gens qui vous entourent, quoi, dans on a oublié de parler de Grégory Gadebois aussi, qui est dans la série, qui est un immense acteur. Ça a été assez étonnant. Le ciel nous a réservé plein de surprises pendant ce tournage. En tout cas, il a été définitivement avec nous. On tournait en hiver, mais on avait besoin d'être à Los Angeles et de donner la sensation qu'il faisait chaud. Et cette scène, c'est quasiment une des scènes d'ouverture de la série. Et il s'est passé un truc complètement fou, puisque ça commence avec André Dussolier qui prend la parole. On est dans un calme olympien, il n'y a pas une once de vent. Et puis arrive le moment où Jean récupère les clés de la ville, où Diego de la Vega récupère les clés de la ville. Et là, donc on tourne dans l'ordre, le vent commence à se lever. Donc on est un peu mort de rire, parce que vraiment c'est le fils qui récupère les clés de la ville, qui a un peu du mal à se faire entendre, et d'un coup il y a du vent. Donc on se dit putain, waouh, c'est marrant. La nature est parfois bien faite. Voilà, c'est de la production value full power. Sauf que là, il y a ensuite derrière un bain de foule, je spoil pas grand chose parce que c'est dans la bande-annonce, dans lequel André Dussolier se plonge. Et va perdre la vie, on le découvre dans pas mal de bandes annonces. Et là, la tempête s'est levée. Mais vraiment une tempête. Les chaises se sont mis à voler, quoi, vraiment. Mais pas des petites chaises en bois, des chaises en velours énormes, avec un André Dussolier qui ne voulait pas arrêter de tourner. Exceptionnel, non? Extraordinaire. Génial. Qui voulait aller au bout, quoi. Et puis il se rendait compte. Et je pense aujourd'hui que tous ceux qui regardent la scène pensent qu'on a des énormes ventilateurs, que tout ça est mis en scène. Et du coup, on le saura que c'était pas du tout mis en scène, très très bien monté. Et quoi qu'il en soit, le ciel a été avec nous tout du long, puisqu'on a eu un ciel bleu. Il y a même eu un jour où on devait avoir vraiment une tempête énorme. Les gens étaient bord malaise. Ils disaient on est à 3 jours de la fin, c'est vraiment trop dommage. Et là, demain, regarde, 70 km/h. Il me dit regarde, c'est 2 fois plus que la dernière fois. En parlant de ce jour-là de tournage. Et puis en fait, il a pas fait le vent du tout. Bon, voilà, on a été hyper préservés. Patrick Roux, on imagine que comme nous tous, puis alors peut-être vous, petit garçon, vous avez aimé Zorro. Est-ce que vous avez regardé l'ancienne série? La très ancienne série, celle d'il y a 50 ans. De Disney, De Disney, bien sûr. Est-ce que ça fait partie des personnages? On ratait pas un épisode. Voilà, c'est ça qui vous en fait rêver. Le générique aussi nous faisait courir. Qu'est-ce qui vous plaisait du fond le plus? du jardin. Carrément. Qu'est-ce qui vous plaisait le plus dans cette série, alors? Il y avait toujours un gentil qui gagnait sur les méchants. Et puis un comique du gros Sergent Garcia qui apportait un peu de bouffonnerie dans
la série. De rire. Est-ce que ça vous faisait rêver? Est-ce que ça vous a donné envie d'être un justicier masqué de l'enseignement privé après, peut-être? Justicier peut-être, masqué, non, je suis venu à visage découvert. sans cagoule. Vous, Audrey, vous l'avez regardé aussi, le Zorro Petite, on l'a dit. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir justement, quand on a vu le regard de vous, enfant, et votre regard aujourd'hui, justement, de venir interpréter quelque chose qui vous a bercé comme ça. Qu'est-ce que ça vous a évoqué au départ? On imagine que c'est quand même une sacrée émotion aussi de se retrouver dans un truc où on s'est projeté gamin comme ça. C'est le premier super-héros, en fait. Il y avait pas encore, on n'avait pas encore les grands films qu'on a aujourd'hui, avec tous ces héros au pouvoir, tous les plus fous les uns que les autres. Et Zorro, c'était vraiment la cape, l'épée, et puis le cheval, et le masque, évidemment. Et le gentil qui gagne, quoi qu'il en soit. La magie qui s'invite, puisque une espèce de grâce, quelle que soit la fenêtre d'où il saute, il y a un cheval en bas, il y a son cheval en bas qui l'attend. Il se fait jamais mal au lombaire quand il arrive dessus. Enfin, il y a quelque chose d'assez magique. Donc moi, je fantasmais complètement sur Guy Williams. Je me disais, voilà... Moi, quand je serai grande, j'épouserai Zorro. Et bien finalement, vous l'avez fait. C'est ça qu'on aime. Allez, dans cet excellent ce soir, avec vous, la comédienne et réalisatrice qui est à l'affiche actuellement de Zorro sur Paramount+, Audrey Dana. Puis dans un instant, vous allez pouvoir entendre le président de la FNEP, Patrick Roux, qui s'engage pour l'enseignement privé. C'est un vrai sujet de société. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous avez choisi Sud Radio et vous avez bien raison, c'est excellent et c'est votre rendez-vous du dimanche soir, celui qui donne la libre parole aux créateurs français. Ce soir à mes côtés pour vous, la comédienne, réalisatrice et scénariste Audrey Dana qui est à l'affiche de la série Zorro, et puis Patrick Roux qui est le président engagé de la FNEP, Fédération Nationale de l'Enseignement Privé. On a un petit chien dans le studio, je tiens à le dire quand même, voilà, qui est très 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 mignon. Bon, on passe à vous Patrick Roux. Alors, justement, avant d'entrer au cœur du sujet et de raconter ce qui vous avez fait devenir vous-même, ce qu'on fera tout à l'heure, on va quand même parler de la Fédération nationale de l'enseignement privé que vous dirigez et qui s'engage dans la promotion, la défense des établissements privés français. C'est pas chose aisée en ce moment, j'ai envie de dire. C'est variable. Ouais. Ça dépend des années ou des saisons. Ouais. Mais ça dure depuis 1847, je crois. Ouais. Notre fédération a plus de 200 ans. Et... elle a été accompagnée au fil du temps par différentes lois qui ont organisé, structuré et autorisé l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur, l'enseignement technique, l'enseignement à distance. Maintenant, le paysage est à peu près balisé. Mais comme c'est un secteur qui est en assez forte croissance, puisqu'il répond à des besoins que le secteur public, qui ne fait pas que des mauvaises choses, il faut pas caricaturer, mais il fait avec en général un certain temps de retard. C'est une grosse machine, donc c'est difficile de la faire manœuvrer facilement. Et les écoles privées sont en général des structures plus agiles parce qu'elles sont plus réduites et elles peuvent répondre mieux, plus facilement, plus rapidement aux évolutions des demandes des familles, des enfants et des entreprises, puisqu'on fait beaucoup aussi d'enseignement supérieur, qui est l'enseignement professionnalisant. Alors on va commencer par l'enseignement à distance justement. Il y a eu une réforme en 2021 et depuis cette réforme, seules certaines raisons spécifiques, comme des problèmes de santé, des situations particulières, justifient en fait la scolarisation à domicile ou l'enseignement à distance. Ça signifie qu'il est plus librement accessible pour tous comme c'était le cas avant. Pourquoi c'est embêtant ça? Dites-nous en plus justement. Mais on est devant un paradoxe assez étonnant. La direction générale de l'enseignement scolaire a été auditionnée, je ne sais plus si c'est à l'Assemblée ou au Sénat, il y a une quinzaine de jours, et elle a fait un bilan de l'application de cette loi. Et en fait, elle a tout, de manière assez débonnaire et très, très surprenante, indiqué qu'en fait, le but de la loi, c'était de revenir à ce qui existait avant le confinement. D'accord. Le confinement, comme les écoles étaient fermées, des élèves ont ça s'est assoupli, oui. C'est surtout que des parents ont dû être obligés de faire recours. Faire face à l'interruption de la scolarité et se sont tournés vers des opérateurs privés de l'enseignement à distance.
Et ils ont trouvé ça très bien, et ils se sont dit finalement on peut perpétuer ce mode d'enseignement qui nous convient mieux qui convient mieux aux enfants surtout, qui était on sait qu'il y a à peu près 1 million d'élèves qui sont harcelés en France tous les ans, c'est gigantesque quand on pense qu'il y en a, quand on y pense. il y en a 12 millions, ça fait 1 sur 12, ça fait beaucoup quand même, c'est une loterie. Alors harcelé, c'est plus ou moins du harcèlement grave ou du harcèlement léger, si j'ose dire. Mais et en plus, le 1 million, il est sujet à caution, puisque comme dans les histoires de violence en général, souvent, tout le monde ne parle pas, de peur d'avoir des représailles encore plus importantes. Et puis les chefs d'établissement, et on les comprend bien, disent c'est pas si grave que ça, essayez de vous réconcilier. Si jamais vous continuez à en parler, on sera obligé de prendre des sanctions. Le pauvre, il va être malheureux. Enfin bref, il y a toute une victimisation finalement du coupable qui se fait, et il y a énormément, et puis il y a surtout la honte d'avoir été victime de violence, on n'a pas su se défendre, donc c'est comme dans l'histoire de viol, il y en a à peu près un tiers qui sont déclarés. Et même en s'en tenant aux statistiques officielles, depuis que nous sommes dans ce studio, il y a eu une agression dans une école. Ouais. Une agression physique qui est remontée. Donc et comme on va continuer quelques instants, il y en aura encore 2 ou 3 d'ici. Et alors dans ces cas-là, imaginons qu'il y a un enfant harcelé qui veuille suivre un enseignement à distance. Comment ça se passe? Il faut prouver qu'il a été harcelé pour pouvoir avoir l'autorisation de garder à la maison? C'est à la discrétion des chefs d'établissement. Il y a donc là aussi une espèce de tombola. Et donc je disais tout à l'heure que la DGESCO avait avoué qu'en fait le but c'était pas vraiment de lutter contre le séparatisme et l'atteinte aux valeurs de la République, etc. C'était de revenir à la situation au statu quo ante, c'est-à-dire avant le confinement, et donc de retomber sur les chiffres à peu près que nous avions avant. Donc c'est un dévoiement de la loi, et on fait une loi en annonçant un objectif, et en fait l'objectif avoué 4 ans après s'avère tout à fait différent. Donc c'est presque un... On ne va pas parler de formule qui choque, mais ce serait presque un coup d'État légal, en quelque sorte. Et là où ça impacte, bien sûr, les établissements d'enseignement et les enfants et les familles, c'est que il y a une grande diversité. Il y a certaines académies où il y a 90% d'autorisations qui sont accordées, puisque maintenant les parents sont tenus de demander l'autorisation de pratiquer l'instruction en famille. Et quand ils pratiquent l'instruction en famille, ils n'ont pas toujours une connaissance parfaite des programmes, du socle commun de connaissances qui doit être atteint, qui est défini par la loi. Et ils n'ont pas toujours le temps, ils n'ont pas toujours les capacités linguistiques et culturelles. Et il y a aussi des enfants issus de l'immigration. Les parents parlent très mal le français. Comment peuvent-ils apprendre le français à leurs enfants? Donc ils se retournent vers des solutions d'enseignement à distance, et qui se sont modernisées. C'est plus le cours par correspondance qu'on connaissait en 1930. C'est maintenant de l'enseignement interactif avec des liaisons, avec des webinaires, avec des visios, avec des contacts directs avec un référent pédagogique. Enfin, ça s'est énormément modernisé. Et donc des familles trouvent que c'est des familles qui sont éloignées, simplement dans le monde rural. Des familles sont très éloignées de l'école. Il n'y a pas toujours un ramassage scolaire partout qui soit en 5 minutes on est à l'école. C'est des fois 3/4 d'heure, avec un peu de marche avant. Donc ça peut être une école où il y a une forte proportion de gens un peu agités et les enfants un peu timides. Et les enfants, vous connaissez C'est pas obligé. Ce que vous êtes en train de dire, en fait, c'est que c'est pas. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des cas qui sont considérés non graves, qui sont finalement graves pour l'épanouissement, l'élévation, j'ai envie de dire, de ces enfants, en fait. Voilà, et que du coup, c'est que en cas de force majeure qu'on peut. C'est ce que vous dites, c'est vrai. Les enfants sont comme les fleurs. L'éclosion n'est pas simultanée. Il y a des enfants qui sont mûrs à 5 ans, d'autres à 6 ans, d'autres à 7 ans. Et d'imposer la scolarisation à l'âge de 3 ans, les pédopsychiatres trouvent que c'est assez étrange comme mesure. Et là où je parle de loterie, c'est que je dis qu'il y a des académies où 80 ou 90% des demandes sont acceptées, et d'autres où 95% sont refusées. Ouais, c'est pas normal. Or, le pourcentage d'enfants, entre guillemets, qui manquent de maturité ou qui ont la chance de tomber dans une classe mal fréquentée, il est à peu près réparti dans tout le territoire. Donc, d'une académie à l'autre, il y a une véritable justice, et même d'un établissement à l'autre. Quand un enfant est harcelé, certains chefs d'établissement, aussi bien dans le primaire que dans les collèges ou les lycées, certains chefs d'établissement croient à l'enfant, et donc ils donnent un avis favorable, et d'autres établissements ne croient pas à l'enfant. Et donc s'il n'y a pas de témoin, s'il n'y a pas de preuve,
comme si les harceleurs allaient laisser leur carte de visite. D'abord, ils n'en ont pas. Ou s'ils allaient témoigner, oui, je me porte témoin, c'est moi qui lui ai tapé dessus. C'est assez rare. Donc, il y a certains chefs d'établissement refusent la vérité, et malgré l'insistance des parents, l'enfant est amené à continuer à être harcelé dans son établissement. Audrey Dana, vous êtes maman. Est-ce que c'est un choix que vous pourriez faire, vous, justement, dans certaines circonstances, de l'enseignement à la maison en s'appuyant sur de l'enseignement à distance, ou est-ce que vous pensez que ça devrait être accessible, vous, d'ailleurs, dans quel que soit le cas particulier, j'ai envie de dire? Moi, ça a été très challengeant pour moi, pour mes enfants, en fait, cette histoire de scolarité. C'est pas... On a eu des problèmes d'harcèlement, d'abord, aussi. Et il y a de la cruauté dans les familles, donc cette cruauté, elle remonte quelque part, voilà. Parfois, c'est de la cruauté, puis parfois, c'est d'autres choses, c'est des maladies graves. À chaque fois, il y a quelque chose quand même. Il n'y a pas d'enfant qui devient harcelant, sorti de nulle part. Mais surtout, j'ai des enfants, surtout mon deuxième, qui avait beaucoup de mal à tenir physiquement en place, en fait, autant d'heures assis. C'était plus ça qu'une histoire de harcèlement. Donc j'ai tenté de le mettre dans des cours alternatifs. Seulement là, il trouvait que c'était trop décalé. Et lui, je sais que ce qu'il me dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas une vraie vie de lycée, mais qui prennent en compte nos besoins, c'est-à-dire on n'est pas assis 8 heures, on collabore. C'est-à-dire qu'il y a quand même une notion à l'école de ne pas collaborer avec l'autre, ça s'appelle tricher, alors que quand même la collaboration avec l'autre, c'est la plus belle chose qui soit. Le fait de rester en place, de jamais prendre la parole, et tout ça est tellement contre nature à ces âges-là, que voilà, moi je rêve à cette structure qui ne serait pas minuscule, et dans laquelle pourrait y avoir une vraie, en fait, vie sociale pour les enfants, comme ils peuvent avoir au collège, au lycée. Je parle vraiment de ces générations-là pour l'instant, mais avec un enseignement qui se renouvelle un peu, parce qu'on est quand même sur les mêmes schémas depuis longtemps. Maintenant. Patrick Roux, vous allez pouvoir répondre justement à Audrey Dana dans un instant. C'est toujours excellent et on le prouve. On est avec la comédienne et réalisatrice primée Audrey Dana et l'ambassadeur de l'enseignement privé, le président de la FNEP, Patrick Roux. Restez là surtout, à tout de suite. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio jusqu'à presque 20h. Vous êtes en compagnie de la comédienne, réalisatrice, scénariste et j'en passe, Audrey Dana, et le président de la FNEP pour Fédération Nationale de l'Enseignement Privé, Patrick Roux. Alors Patrick Roux, justement, Audrey vient de nous expliquer le cas de son fils, qui aurait besoin d'une structure sociale, d'une structure, un collège ou un lycée qui ait une vie sociale, mais qui soit plus adaptée à ses besoins, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir à rester immobile comme ça pendant 8 heures et de pouvoir collaborer avec les autres élèves. C'est ce que j'en ai retenu. Est-ce qu'une structure comme ça existe ? Certainement, c'est pas la plus répandue, mais puis c'est variable d'un enseignant à l'autre. Même dans mon passé assez ancien, mais j'ai bonne mémoire, j'ai fait toutes mes études dans l'enseignement public. Oui, il y avait des enseignants qui avaient l'intelligence ou l'originalité de mettre en place des séquences de travail collaboratif, on traite un sujet et c'est le voisin qui le corrige, ou on fait un travail à plusieurs, des travails en atelier. C'est à la discrétion des enseignants, ils ont une certaine liberté. Alors ce qui est vrai, c'est que dans les établissements publics, la notoriété de l'établissement, elle tient surtout au succès et au baccalauréat. Enfin, je vais dire, elle tenait surtout, parce que maintenant, comme disait Luc Ferry, pardon. C'est pas le même. Pour ne pas avoir le bac, il faut faire une demande recommandée avec de réception un mois avant. C'est un peu une caricature, mais on a quand même 96% ou 95%, c'est une formalité. De mon temps, je ne suis pas si vieux que ça, mais... C'était 65. Il y avait 50%. À 50, moi c'était 65. Ouais, et parce que je suis un peu plus âgé que vous, et du temps de mes parents... Vous n'avez pas l'air, monsieur. Merci. Et du temps de mes parents, il faut rappeler que c'est au siècle dernier, c'est même le millénaire d'avant, mais c'est pas Napoléon. Du temps de mes parents, on avait peut-être 3 ou 4% de la population qui allait jusqu'au bac. Donc c'est devenu quelque chose. Alors dans le public, donc il y a la qualité se juge ou s'évalue par les résultats aux examens. Dans le privé, c'est le bien-être des enfants. Et les établissements privés sont dépendants de leur réputation plus
que les établissements d'enseignement public. Donc ils font peut-être plus d'efforts. On n'a pas de mérite, je dis, on n'a pas de mérite à s'adapter et à trouver des pédagogies alternatives, à faire des expériences. Mais il faut, parce que c'est notre base, c'est notre fond d'activité, si vous voulez. Mais il faut parce que quand on voit l'évolution, par exemple, juste des téléphones, on voit les premiers téléphones filaires avec les touches, etc. On arrive à aujourd'hui les espèces d'écrans plats de fou, etc. On regarde les ordinateurs premiers et le dernier cri. Il y a une évolution folle dans absolument tous les domaines, la science, voilà. Pas l'école. Mais pas l'école, c'est la même chose. Dans les établissements privés, il y a différentes pédagogies qui sont menées. Voilà. Il y a des pédagogies qui peuvent être exactement très libres sur le recours au téléphone portable, aux ordinateurs, etc. Et puis il y a des établissements qui le proscrivent complètement. Il y a des établissements qui lisent les revues scientifiques et qui mettent... Mais les parents aussi, il y a aussi des parents qui le font. Il y a des parents qui confisquent le portable à partir d'une certaine heure. Oui, mais je dis pas du tout que je suis pas en train de dire il faut amener la technologie dans les bahuts, pas du tout. Ce que je dis, c'est que c'est étonnant. En termes d'évolution, c'est ça. En termes d'évolution, je prenais juste 2 exemples. Voilà, avec par exemple la technologie, il y a une évolution qui est folle. Le monde bouge, le monde change. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous n'avons plus le même accès à l'information. On est beaucoup plus sédentaires qu'avant. C'est vrai, physiquement, hein, les gens passent plus de temps devant des écrans, assis, etc. Et ce qui m'étonne, c'est que l'école ne suive pas, en fait, l'évolution. L'évolution et la transformation de ces étudiants. Qu'on reste sur des vieux schémas. Je ne parle pas de l'école privée, hein, évidemment. Alors là, on va pas écouter des vieux schémas, mais on va écouter les films que vous avez réalisés, parce qu'il est temps de se faire un peu plaisir avec un nouvel extrait. C'est parti, un extrait d'Audrey Dana sur Sud Radio. Je comptais sortir pour pisser, mais là, je le sens pas trop. Hein. Tu vas pas pisser dans ma gourde, là? Bah, je te la nettoierai. Mais non, mais c'est dégueulasse, on pisse pas dans les gourdes. Bah, y a pas de bactéries dans l'urine, hein. Oui, mais j'ai pas envie de boire ta pisse. Si tu la remplis pas, tu me la passes après? Oui, si tu veux. Ouais. Alors, de question que je sorte. Ouais, moi, je veux bien aussi, moi. Ma gourde est devenue les chiottes de la yourte. Il y a un moment, va falloir éteindre les lumières, les mecs. Non, n'éteins pas les lumières. Bah, une au moins, non? Non. Oh, putain. Je crois que j'ai une bite. C'est catastrophique. Mais vous me rassurez pas du tout, là. Ne paniquons pas, tout va bien, très bien, même. Je sais pas ce qui m'arrive, mais je veux que ça s'en aille. Et après, là. Une mère de famille avec une bite, c'est quand même très gênant. Évitons la vulgarité. Oui, Jacques, ce sont bien 72% des femmes, toutes générations confondues, qui se disent bouleversées par le dérèglement climatique, contre seulement 18% d'hommes. Un instant. Bonjour. Bonjour tout le monde. S'il avait été fort sur le parfum, Grégory, ce matin, ça sent la cocotte. Audrey Dana sur Sud Radio. Alors déjà, les 3 extraits qu'on vient de mettre, ce sont 3 films que vous avez réalisés et qui nous font rire absolument à chaque fois. Je les cite pour les auditeurs. Il y a Homme au bord de la crise de nerfs. Ça, c'est un film que vous avez réalisé en 2022, que vous avez coécrit avec Claire Barre. Il y a Thierry Lhermitte, Ramzy Bédia, François-Xavier Demaison. Et c'est vraiment des hommes en thérapie de groupe qui se retrouvent devant une femme qui est déterminée à les aider à aller mieux. Voilà, mais sans leur consentement la plupart du temps. Après, il y a Si j'étais un homme. Alors là, vous vous réveillez ce matin, vous avez un sexe d'homme. C'est un fantasme commun à toutes, je pense, et peut-être à tous. En tout cas, pendant 15 minutes, savoir ce que ça fait. Voilà, au moins 15 minutes. Et puis, sous les jupes des filles. Donc ça, c'est vraiment la féminité d'aujourd'hui avec des femmes iconiques. J'en cite quelques-unes, la liste est longue. Il y a Isabelle Adjani, il y a Laetitia Casta, Audrey Fleurot, etc. C'est 11 femmes, mères, professionnelles, amies, partenaires, avec leur joie, leur complexité, leur audace, leur imprévisibilité. Alors, déjà, c'est des comédies autour des relations femmes-hommes, en général, un thème que, on l'a dit au départ, que vous aimez traiter dans vos réalisations, et toujours avec une pointe d'humour, parce que ça vous permet de tout dire, en fait, Audrey Dana, c'est ça. Moi, j'aime bien rigoler. Et je trouve aussi que c'est une bonne porte pour ouvrir ses esprits. Ensuite, très envie de parler du féminin et du masculin et des rapports, en fait, aussi bien hommes-femmes que de notre équilibre féminin-masculin ou de celui des hommes. Oui, c'est un sujet qui me passionne parce que je pense qu'il est plus d'actualité que jamais. Bien sûr. Il y a vraiment... D'abord, la femme est en train doucement de prendre sa place, mais elle a été vraiment empêchée pendant très 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 longtemps, et ça commence à s'ouvrir, mais on est très très loin du compte.
Et donc, il y a cette question de se réconcilier avec son masculin, mais aussi de comment on fait dans ce nouveau monde pour s'entendre, les hommes et les femmes. Comment on fait pour pas être justement regarder le lien, quoi, en fait. Pour pas être dans la colère, pour pas être dans le rejet, pour pas être dans le contre, mais continuer à construire avec. Oui, ça me passionne. C'est un sujet qui me passionne. Et quand il s'agit de Sous les jupes des filles, on se dit que pour vous donner une voix aux femmes aussi, avec tout leur tracas, toute leur beauté aussi, et leurs contradictions, etc., ça aussi c'est important d'expliquer cette féminité, peut-être pour la rendre plus accessible. Oui, Sous les jupes des filles, ça date déjà d'il y a plus de 10 ans. Et on n'avait pas encore de comédie avec des femmes qui se marrent de ce qui ne va pas. Parce que c'est quand même un truc qu'on a vraiment pour nous. C'est vrai. Vous le savez, Judith, oui. On a des copines, on fait des soirées filles, et on va pleurer de rire à se raconter nos plans looses, à se raconter nos trucs pourris. Là où, et je fais une grosse généralité, beaucoup de bonhommes vont plutôt avoir une tendance à dire « ça s'est super bien passé, c'était génial ». J'étais un dieu. Et voilà. Non, elle a adoré. Et du coup, je me disais, mais avec le potentiel de comédie qu'on a, avec comme on se marre les unes les autres, avec comme on est débridés ensemble, comment ça se fait qu'on peut pas au cinéma ou dans ce qui est offert aux spectateurs montrer cette facette du féminin. Bien et sûr. d'ailleurs, ça a secoué très fort. Oui, c'est-à-dire, allez-y. Quand Sous les jupes des filles est sorti, il y avait des peut voir femmes... sur Netflix en ce moment d'ailleurs. Ouais, ça y est, toujours maintenant. Voilà. On est sur Netflix, et Si j'étais un homme aussi est sur Netflix. Quand Sous les jupes des filles est sorti, il y a un pan de femmes qui ont dit si c'est ça les femmes, alors moi je veux pas être une femme. C'est la pire comédie qui a jamais été tournée. Et puis tout un autre pan de femmes qui ont dit enfin une comédie qui parle de nous, qui nous raconte véritablement. Avec le sourire, avec de la légèreté. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié le second degré. Voilà. Mais ça, c'est un peu un truc d'époque, j'ai envie de dire. C'est un truc d'époque. Est-ce qu'on a vraiment le droit de faire rire dans une comédie avec Isabelle Adjani, avec Vanessa Paradis, des icônes en fait. Hein, on a quand même, il y a beaucoup d'icônes dans ce film. Laetitia Casta. Donc l'icône, quand elle n'est pas glacée, c'est perturbant, quoi. En fait, et nous, on a été cassés quand même tous les clichés. Laetitia Casta, elle est belle comme elle est belle, et elle n'y arrive pas avec les garçons parce que dès qu'elle tombe sur un mec chouette, elle est prise de maux de ventre. Terrible. Donc on s'est vraiment amusé à aller là où on nous attendait pas, et là où nous sommes en vrai. Exactement. Nous les femmes. Ouais, nous les femmes, c'est beau. Allez, c'est excellent avec la comédienne qui réalise Audrey Dana et le défenseur de l'enseignement privé Patrick Roux, patron de la FNEP. Vous restez là, nous on revient évidemment. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Sud Radio, c'est excellent, et c'est la dernière partie de votre émission avec vous. 2 représentants de l'excellence française, chacun dans leur domaine. La comédienne et réalisatrice à l'affiche de Zorro, Audrey Dana, et le boss de la FNEP, Patrick Roux. Alors Patrick Roux, on parlait de donner une voix aux femmes, ce que fait Audrey Dana. Vous donnez une voix aux femmes et puis donnez une voix aux jeunes. Vous l'avez fait, en tout cas. Ça fait partie de la manCouve, le monde de l'apprentissage que vous défendez. Et puis alors pour les jeunes femmes, sur le focus notamment autour des métiers manuels, on voit de plus en plus de femmes qui s'intéressent à des métiers auxquels qui n'étaient pas forcément ouverts dans des secteurs qui étaient plutôt masculins au départ. Donc cet apprentissage, en fait, ça a permis cela. Et puis ça a aussi permis à des jeunes qui n'ont pas forcément accès aux études de pouvoir rentrer, de continuer les études en étant tôt dans la vie active et en pouvant subvenir à leurs besoins. L'apprentissage, effectivement, était une aubaine. C'est vrai pour les établissements d'enseignement privé qui ont eu le droit depuis 2018. De faire l'enseignement à distance. Alors que cela leur était interdit, non, de l'enseignement en apprentissage. En apprentissage, mais il y a l'apprentissage à distance aussi. Hein. Oui, ouais. c'est assez réduit quand même. Parce que l'apprentissage à distance fait... Ça dépend des métiers, bien sûr. Ouais. La comptabilité, on peut comprendre qu'on puisse enseigner à distance. Bien sûr. Le métier de maître chien, ou la coiffure. Le pâtissier, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Donc, il y a des métiers qui s'y prêtent et des métiers qui s'y prêtent moins. Mais globalement, malgré tout, l'enseignement à distance dans l'enseignement professionnalisant est assez marginal. Donc ça a été une aubaine pour des établissements qui ont pu ouvrir des sections, répondre aux besoins et aux attentes des enfants, des adolescents, des étudiants, hein, et puis même l'apprentissage, ça va jusqu'à 30 ans, voire même plus, pour ceux qui sont porteurs d'un projet de création d'entreprise. Mais c'était surtout une opportunité pour des jeunes
qui jusque-là ne pouvaient pas rentrer dans des sections professionnalisantes. Il y a d'excellentes structures universitaires dans les IUT ou les BTS. Pour les BTS, il y a une moitié dans le public, à peu près un quart dans l'enseignement sous contrat et un quart dans l'enseignement privé. Donc il y avait quand même des places. Mais ce sont des places qui sont limitées. Donc ils n'avaient pas la possibilité de s'inscrire dans les sections publiques, donc non coûteuses, non coûteuse pour les familles, parce que quand on voit le prix de la formation dans un établissement public, il est 50% plus élevé que le prix de la formation dans un établissement privé. Alors, Et oui, parce qu'on est plus économe, on est très gestionnaire, mais on n'a aucun mérite. Si on ne fait pas une bonne gestion, on ferme. Alors que dans le public, même si la gestion n'est pas excellente, on ne ferme pas. Donc on n'a aucun mérite là-dessus. Okay. C'est notre ADN, si vous voulez. C'est notre. Non, mais c'est à savoir, parce que c'est peu su, en fait. Et oui, on est à 8 000 € pour, entre Paris et province. Les prix ne sont pas les mêmes, mais c'est une fourchette assez large. On est entre 4 000 et 8 000 € pour un BTS, on est à 12 000 en comptabilité publique pour un BTS public. Donc c'est une différence qui n'est pas une vraie différence, qui n'est pas négligeable. C'est une différence sensible. Donc la barrière du tarif interdisait à ces enfants de venir chez nous, ces jeunes, chez vous, et la rareté des places les empêchait d'aller dans le public ou dans le sous-contrat. Et donc l'apprentissage a été une aubaine pour plus de 600 000 jeunes. On est passé de 300 000 apprentis à plus d'un million, c'est ça, à plus d'un million. Ouais. Aujourd'hui, wow. entre les apprentis et les contrats de pro, on devait être à peu près à un petit 400 000. Maintenant, on est à 1 million 100. 1 million d'apprentis et 100 000 contrats pro. Ces jeunes, ils étaient où avant ? Pour une partie, ils étaient au chômage. Pour une partie, ils étaient dans la rue. Ce qui revient à peu près au même. Et pour une partie, ils étaient dirigés vers l'université, parce qu'après le bac, on essaye d'aller dans un BTS ou autre, mais il n'y a pas de place. Donc on va à l'université pour voir, et ils n'avaient pas la maturité nécessaire et l'autonomie nécessaire dans un amphi de 300 personnes. Oui, parce qu'ils sont un peu laissés si on travaille, c'est bien, mais si on ne travaille pas, et c'est ceux qui ont une autonomie. Une vraie discipline, et c'est pour ça qu'il y a un gros échec qui n'est pas dû aux universités, qui est dû simplement au niveau aux qualités intellectuelles d'une partie des jeunes qui n'ont pas leur place dans l'université. Donc ça a été une opportunité, et pour les entreprises qui ont pu trouver, dans certains secteurs, une main-d'œuvre. En fait, car on l'oublie, les apprentis, ce sont des jeunes qui étudient, mais ils ont un travail, ils produisent. 1 million d'apprentis, ça produit quelques millions de... Et puis en plus, ils peuvent subvenir à leurs besoins. Et subvenir à leurs besoins. Bien sûr. Et en ne payant pas de scolarité. Donc ça fait effectivement une opportunité pour eux. Bien sûr. Et pour les familles. Patrick Roux, j'en ai parlé au début de cette émission. Il nous reste assez peu de temps, donc il est temps de parler un petit peu d'ailleurs à vous deux de votre parcours personnel. Alors vous Patrick Roux, vous êtes tombé dans le secteur privé par hasard, parce que vous êtes universitaire au départ, vous avez même un doctorat. C'est une vocation, quoi. Je n'ai pas de doctorat, je ne vais pas mentir. Je me suis arrêté. Vous êtes arrêté au doctorat. Après l'inscription au doctorat. J'ai fait une licence, une maîtrise, un diplôme de Sciences Po et un diplôme de droit public. Oui, en droit public, d'accord. J'ai passé 7 ans. J'ai passé mon septennat à l'université. Et donc vous êtes tombé dans l'enseignement privé un peu par hasard, mais finalement c'est devenu une vocation. C'est devenu une vocation, oui, c'était par hasard. C'est une anecdote. C'est en allant faire les vendanges que je suis devenu enseignant, puisque le fils du patron de la vigne, de l'exploitation viticole, rentrait de la classe d'enseignement primaire au collège, et de passer d'une école de campagne où il y avait peut-être 30 élèves sur 2 classes, avec chacun un instituteur, en 2 niveaux, un instituteur qui était le même toute la journée, toute la semaine. C'est très stable, c'est pas très... Et du coup, il entrait au collège, et vous perturbé avec 5 ou 6 enseignants différents, avec des créneaux, on passe d'une matière à une autre, et puis ensuite on revient à une autre matière. Donc c'était assez compliqué, il était perdu. Et elle a fait appel, on était 4 étudiants et qui étaient en train de faire les vendanges, et puis la mère a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aider notre fils? Et puis moi j'étais un peu audacieux, donc j'ai dit oui. Et puis le fils était enchanté, il était charmant, et c'était vraiment il était un peu introverti, donc il était un peu timide, quoi. Et dans un cours particulier, ça allait très bien, donc il a été enchanté. Il a dit je veux qu'il reste. Lui, on dit toi tu t'occupes plus des raisins, tu t'occupes du petit. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais quelques talents de communication, et d'enseignement. Parce que le pédagogue doit être un acteur. Bien sûr. Il doit jouer un rôle, il doit connaître son scénario. À ce sujet justement.
Audrey Dana, je vous cite, vous avez une phrase que j'ai bien aimée, que vous avez dit dans une interview, tes doutes sont à la hauteur de tes capacités. Et alors c'est un mantra que je vais garder, moi je vous remercie déjà, et puis c'est une phrase impactante sur votre manière de gérer votre track qui peut s'appliquer finalement à tout type de métier en fait, ou de situation quoi. Hein, c'est une phrase pour la vie quoi. En fait, je crois d'abord qu'on est beaucoup à être pétri de doutes et qu'on n'en parle pas assez. Du coup, on est souvent à croire qu'on est la personne qui doute le plus, qu'on est la personne la plus fragile, qu'on est sans doute la personne la moins compétente en vrai. Et or, je crois que toute personne qui se respecte va jongler avec la partie plus sombre et la partie plus lumineuse de sa personnalité. Donc moi, je sais que ce mantra m'aide beaucoup. Vous voyez, je voulais le rôle de la femme de Zorro, et puis quand je me retrouve sur le tournage, je me dis vraiment, je suis pas à la hauteur, je vais pas y arriver. Hein. C'est comme ça que je pars. J'ai deux semaines de trac quasiment. Et c'est ce qui vous fait vous envoler aussi, quoi. Je ne sais pas. En tout cas, j'aurais préféré m'en passer là sur le début du tournage de Zorro. Non, j'avais vraiment, c'était important pour moi, et puis surtout, je me suis dit putain, je le voulais, je l'ai. Et ben, est-ce que je le mérite? Est-ce que je suis à la hauteur? Et je me suis dit, je n'ai pas besoin d'avoir un mec pour m'engueuler, en fait. Je m'engueulais avec moi-même. Bah, c'est ça. Et en fait, cette phrase m'a beaucoup aidée. Elle m'a été donnée par une fille super. Voilà, de se répéter ça comme un mantra. Mes doutes sont à la hauteur de mes capacités. Et du coup, c'est vrai que quand on a beaucoup de doutes, alors on se dit, bon, moi je dois avoir des capacités beaucoup de qualité. C'est une phrase que vous pourriez dire à un élève, ça, Patrick Roux? Oui, absolument. On le voit dans beaucoup d'écoles qui complètent l'enseignement académique de transmission de connaissances par des séances de sport, de musique, de théâtre, les échecs, les dames ou autres, pour permettre à l'enfant de se réaliser et de lever ce complexe, de dire je n'y arrive pas, donc je suis bête. Et en fait, il peut se réaliser dans d'autres activités. Et là, il peut avoir l'admiration de ses petits camarades et dire finalement, il est bon en sport, il est bon aux échecs, il est bon en musique, il est bon au théâtre. Et donc finalement, il reprend confiance en lui. Et on voit que c'est un impact très très fort sur le niveau de l'assimilation des connaissances académiques. Un autre petit secret à partager, puisque c'est trop bon, parce qu'on va laisser les auditeurs après. C'est qu'on se dit souvent, je peux pas, j'y arrive pas. Moi, par exemple, tout ce qui est technologie, j'ai du mal, je galère et tout ça. Et ben, je me suis rendu compte qu'au moment où je m'apprête à dire j'y arrive pas, je peux pas, si je change, si j'inverse, je dis j'y arrive, je peux, et ben j'y arrive et je peux. Voilà. À essayer. Ça aussi, à essayer avec vos élèves ou avec les enfants. On peut leur rappeler que le fait d'avoir peur, ça n'empêche pas d'avoir du courage. Et donc, justement, le courage, c'est de surmonter sa peur. Et je ne sais plus quel grand chef militaire disait celui qui affirme ne jamais avoir eu peur est un Jean Foutre. Et ben voilà, ça sera le mot de la fin de cet excellent. Merci beaucoup à tous les deux, Audrey Dana, Patrick Roux. Merci d'être venus partager avec nous. Chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez découvrir Zorro avec notamment Audrey Dana ici présente. Il y a Jean Dujardin, il y a André Dussolier, Éric Elmolsino. Ça a été créé par Benjamin Charbier avec Noé Debré. Et c'est dès tout de suite sur Paramount+. C'est dès tout de suite sur Paramount+. Et puis pour en savoir plus sur la FNEP dirigée par Patrick Roux, je vous invite à aller voir sur le site fnep.school en anglais, c'est école en anglais. Merci à tous et à toutes de votre fidélité. Merci à Quentin qui réalise pour vous aujourd'hui, toutes les équipes de Sud Radio. Quentin. Merci Quentin. Et puis vous pouvez podcaster et écouter toutes ces émissions sur sudradio.fr, Twitter, et c'est tout le tintouin évidemment. Bisous à tous et puis c'était excellent évidemment.